Aujourd'hui, mon intention, c'est de parler du chamanisme pour, donner quelques éclairages, en fait, sur tout ce qui tourne et tout ce que l'on peut mettre derrière ce mot chamanisme, chaman et cetera, les tambours chamaniques et cetera. Je souhaite apporter quelques éclairages et quelques mises en lumière, en fait, pour permettre de mieux comprendre ce qui se cache derrière ce mot. Et puisque moi j'entends aussi de ce mot, puisque je pense qu'on ne donne pas tous le même sens, à ce terme et que c'est important justement qu'on puisse donner des définitions et qu'on puisse savoir de quoi on parle et peut-être pour pouvoir aussi poser des questions aux personnes qui nous parlent de chamanisme, savoir ce qu'elles entendent elles aussi par ça et avoir une idée assez précise de ce qu'on peut y mettre en fait derrière. Donc, le chamanisme, si on en croit la définition du Larousse, c'est l'ensemble des pratiques qui comportent un état de transe propre à certaines sociétés de l'Asie centrale et de l'Arctique. Bon, dans ma conception du chamanisme, le mot, et puis de ce que j'entends aussi, hein, de la manière dont il est utilisé, l'entendement commun est beaucoup plus global que ça et englobe bien plus de choses que ce que nous dit la définition du Larousse. Donc moi, je vais essayer de trouver une définition hem, qui puisse convenir, en fait, à toutes les traditions ancestrales dites chamaniques. Pour moi, le point commun, en fait, ça va être le lien à l'invisible, le lien au monde des esprits, en réalité, puisque c'est souvent comme ça que l'on évoque, ces mondes-là dans ces traditions ancestrales dites chamaniques. Hem, on a un lien aussi qui est très fort au sacré et à la nature puisque, dans certaines, définitions, on va pouvoir nous dire que dans les traditions chamaniques, on va définir même ces traditions chamaniques comme étant parfois, une religion où on met des divinités et des dieux en toute chose, ce qui est finalement pas très éloigné de la réalité, même si, de mon point de vue, c'est pas nécessairement une religion. Hem donc si on part de ce point commun qui est effectivement le lien à l'invisible ou le monde des esprits et que l'on remarque aujourd'hui dans le monde occidental, on a vraiment un engouement pour, tout ce qui relève du chamanisme, des traditions chamaniques et cetera. Du coup, on peut s'interroger sur pourquoi cet engouement en fait, dans le monde occidental. Alors ce qu'on peut déjà relever, c'est qu'en Occident, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, le lien à l'invisible, il était quand même assez réservé à la religion, monothéiste, principalement catholique, pour ce qui concerne notre territoire, dans un cadre qui lui était très régulé, c'est-à-dire que le lien à l'invisible, il était assez exclusif. On avait un lien avec le monde spirituel notamment, le reste n'ayant pas trop l'air d'exister au final. Donc, aujourd'hui, je pense que les individus sont en train de se réapproprier en réalité ce lien à l'invisible et quelque part il était temps parce que c'est le lien au divin. Le divin étant partout, hein, à la fois, dans tous les mondes, je vais vous parler tout à l'heure de la notion des mondes chamaniques. Hem Et ce lien au divin, il est effectivement en lien avec la lumière, qui viendrait du haut, mais il est aussi en nous, déjà, tout simplement. Et donc, pourquoi autant d'engouement? Aussi et très certainement parce que les traditions chamaniques vont nous permettre une reconnexion à la nature et donc, puisque nous faisons nous-mêmes partie de la nature, une reconnexion à notre propre nature et notre propre nature, comme je viens de le dire, divine. C'est aussi une reconnexion du coup avec l'invisible et avec toutes nos sensations et tous nos sens qui sont bien au-delà des 5 sens communs dont on parle habituellement. On a bien plus de sens que ça et c'est reconnaître aussi toutes les sensations que l'on peut sentir, toutes les visions éventuellement, que l'on peut percevoir, tous les, sons ou les mots ou, que l'on peut entendre. Toutes les sensations dans le corps et hors du corps, dans nos corps énergétiques, heu, tout ce qui relève en fait de ce qu'on va appeler
clair-ressenti, clairvoyance, clairaudience, et cetera. Et du coup, redonner finalement du sens à la nature, redonner du sens à tout ce qui est vivant et lui donner aussi une dimension sacrée. Parce que c'est vraiment ça, dans les traditions ancestrales chamaniques, on considérait, et on considère toujours d'ailleurs, que tout ce qui est vivant est sacré. Tout ce qui est vivant relève du divin. Et donc, ce qui est pas forcément tout à fait ce qu'on avait pu, nous dire, en tout cas si on prend, certaines religions monothéistes, et la principale, sur notre territoire qui est la religion catholique. Reconnaître que chaque être vivant a une conscience, a un esprit, donc c'est le cas notamment que ce soit pour les êtres du règne végétal, du règne animal dont nous faisons partie et du règne minéral également, hein, parce qu'on a souvent la sensation que les minéraux sont des objets inertes et non dotés d'une conscience, sans vie. Et c'est pas tout à fait le cas en réalité puisque, le règne minéral est bien doté d'une conscience, d'une énergie particulière et d'ailleurs de plus en plus, on parle de lithothérapie, du pouvoir des minéraux, des pierres et cetera. Donc reconnaître que chaque être vivant a une conscience, a un esprit, parce que l'esprit c'est la conscience, hein, et être capable du coup de voir le sacré dans tout ce qui nous entoure. C'est ça aussi ce que permet le chamanisme et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, beaucoup de personnes, sont appelées et attirées aussi par ces traditions. C'est qu'on va retrouver une connexion relativement simple et directe, au divin, mais dans tout ce qui nous entoure. Donc c'est vraiment, du coup, un monde beaucoup plus grand et beaucoup plus vivant que ce qu'on a pu nous faire croire jusque-là, si on s'en réfère notamment aux dires des scientifiques, si on s'arrêtait là, en fait. Donc, j'ai commencé à parler des 3 mondes chamaniques. C'est aussi, une notion, ces 3 mondes chamaniques qu'on va retrouver dans de nombreuses traditions ancestrales, dites chamaniques, on va dire traditions ancestrales. Donc c'est quoi les 3 mondes chamaniques? Eh bien, c'est considérer qu'en fait, il y a 3 dimensions, 3 mondes. Dans la réalité, il y a certainement même plus de dimensions ou en tout cas dans chacun de ces mondes, il y a plusieurs dimensions. Donc il y a déjà le monde du bas qui correspondrait à un monde souterrain, et donc invisible, où l'on va trouver, les animaux de pouvoir, par exemple. Mais on trouve aussi des minéraux et des végétaux de pouvoir et on va aussi trouver, des ancêtres dans ce monde, du bas, appelé le monde du bas. Et puis on a le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est le monde dans lequel nous vivons, tous les règnes confondus, du coup. Animaux, végétaux, humains, minéraux, donc tout ce que l'on voit autour de nous relève du monde du milieu. Mais dans ce monde du milieu, il y a la partie visible et puis il y a une partie qui est dite invisible, que l'on ne voit pas, en tout cas pour la majeure partie des personnes, que l'on ne voit pas avec nos 2 yeux. Et notamment on va trouver dans ce monde invisible du monde du milieu, on va y trouver, par exemple, les amérantes qui sont encore, qui restent, en fait, sur le plan terrestre et qui ne sont pas remontées, vers la lumière. Et puis ensuite, on a un troisième monde qui est le monde du haut et le monde du haut correspond au monde spirituel, au monde des êtres de lumière. Donc on va y trouver, les ancêtres qui sont remontés dans la lumière. On va y trouver, les anges, les archanges, les guides de lumière, et cetera, et cetera, et cetera, et j'en passe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour reprendre, c'est assez schématique, mais ça permet effectivement, d'avoir une certaine cosmogonie, commune, à plus ou moins toutes les traditions, chamaniques au final. Et comme l'indiquait la définition du Larousse, eh bien, on nous parle aussi beaucoup de transe chamanique. Alors du coup, je vais aussi donner, ma définition de la transe chamanique. Oh, c'est pas juste la mienne, hein, c'est une définition assez commune. C'est quoi une transe chamanique? C'est ni plus ni moins, un état modifié de conscience,
un changement de fréquence cérébrale, hein, qui peut, tout à fait se mesurer avec, l'imagerie cérébrale, de la médecine moderne. Et finalement, on retrouve aussi des changements, des modifications de l'état de conscience, dans l'hypnose, dans les rêves la nuit et cetera, ou les rêves éveillés. Donc le chamanisme n'a pas le monopole des états modifiés de conscience, et comme en hypnose, finalement, on va trouver des états modifiés de conscience plus ou moins profonds ou plus ou moins légers. Alors bien souvent, on a en tête d'ailleurs, des transes un peu spectaculaires, mais finalement ces transes spectaculaires, on les utilise plus vraiment aujourd'hui. Dans le monde occidental, quand on a des pratiques chamaniques, la plupart du temps, on va utiliser des outils de transe plutôt légers, enfin de transe légère. Comme par exemple le voyage au tambour chamanique. Dans le cas du voyage au tambour chamanique, on va être en état de transe relativement, légère. On a complètement conscience de ce qui se passe dans notre corps physique, et en même temps, pendant qu'on a cette conscience, eh bien, en même temps, on voyage, dans les mondes invisibles. Et c'est un peu la même chose finalement que dans le cas d'une hypnose légère, au final. On a à peu près des états similaires, donc la plupart du temps, on n'utilise plus de transes dites que j'appelle, hein, que je désigne comme telles, comme étant spectaculaires. Ça a été utilisé dans certaines traditions ancestrales, mais on n'a pas nécessairement besoin d'aller jusque-là pour, atteindre des états modifiés de conscience qui nous permettent d'aller, explorer le subconscient et les mondes invisibles. Et puis, il y a une chose aussi, qui, de mon point de vue, est assez importante dans les pratiques chamaniques, parce que souvent, on a tendance à dire que, quand on pratique le chamanisme ou dans ces différentes pratiques, on va être un peu perché, complètement déconnecté, et cetera, et cetera. De mon point de vue, dans la plupart des traditions ancestrales, avant de pratiquer, d'avoir ce type de pratiques qui sont relativement effectivement puissantes, avant d'avoir ce type de pratique, on va commencer par s'ancrer dans son corps physique et dans son environnement tangible. Et ça, c'est vraiment important parce que, de mon point de vue, ça reste de mon point de vue, hein, c'est avec mes filtres probablement aussi, hem et c'est comme ça, en tout cas, que moi je vis le chamanisme et que je le pratique, c'est qu'il y a une mise dans la matière qui, pour moi, est complètement nécessaire et indispensable. C'est-à-dire qu'on va commencer par être dans son corps physique et habiter son corps physique et l'incarner pleinement avant d'aller se connecter au monde invisible, avant d'aller dans des sphères supérieures, et cetera, et cetera. C'est vraiment par le corps que l'on va passer d'un état à l'autre. C'est par le corps que l'on va pouvoir, c'est parce qu'on est dans son corps qu'on va pouvoir voyager. Alors évidemment, toutes les traditions chamaniques n'utilisent pas complètement ça, puisque dans certaines traditions, il y a même des sorties de corps, et cetera. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller dans ces états extrêmes, en fait? Et puis, il y a vraiment enfin de mon point de vue aussi, hein, un chamanisme peut-être plus pragmatique, mais qui permet en réalité, et c'est je pense l'objectif de la plupart des traditions et des pratiques, qui permet de revenir à soi, donc dans son corps, d'habiter son corps parce qu'on est incarné ici sur terre dans un corps physique, et donc ce sont des pratiques qui permettent de revenir à soi, de mieux se connaître. C'est des pratiques de développement personnel et de reconnexion à son être divin, et donc pour pouvoir s'y reconnecter, ça passe par le corps. C'est vraiment important parce que souvent, on a tendance à oublier cette partie-là, et moi, ça m'arrive assez souvent, de recevoir des personnes qui ne sont pas très ancrées et qui, du coup, ont parfois du mal d'ailleurs à faire la part des choses, lorsqu'elles ont l'occasion de passer dans des états modifiés de conscience. Donc c'est quand même assez important parce que c'est parce qu'on est, complètement présent dans son corps qu'on ne va pas se perdre aussi dans ces mondes invisibles. Et puis du coup, il y a un autre point central, mais qui est complètement lié à ce que je viens de dire, dans les traditions chamaniques, c'est la mise dans la matière. Hem,
tout ce que l'on va percevoir, recevoir, transformer dans les mondes invisibles, eh bien, on va aller le mettre dans la matière pour que ça puisse se matérialiser dans le monde tangible. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un lien, en fait, entre les mondes invisibles et le monde tangible. On n'est pas complètement ailleurs, on n'est pas complètement parti dans les mondes invisibles, on n'y passe pas ses journées entières, puisque l'intérêt d'aller dans ces mondes-là, c'est de rapporter quelque chose de concret à mettre dans la matière. Alors, du coup, je vais également parler, du tambour chamanique. Alors, déjà, je tiens à dire une chose, c'est qu'il existe plusieurs outils de pouvoir, plusieurs instruments de pouvoir, objets de pouvoir dans les pratiques chamaniques, hem et dans les pratiques, de transe. Puisque c'est un des pouvoirs aussi du tambour chamanique de permettre, d'aller voyager en fait dans les mondes subtils et donc on peut utiliser le tambour chamanique comme on peut utiliser, d'autres pratiques comme les plantes maîtresses par exemple qui sont très utilisées en Amérique du Sud. On peut également utiliser des cérémonies, on peut utiliser la danse, on peut utiliser, pas mal d'autres pratiques. Mais je vais quand même revenir sur le tambour chamanique parce que c'est l'un de mes outils principaux quand, j'ai des pratiques de soins, notamment chamaniques, que ce soit en individuel ou dans mes accompagnements, collectifs de groupe et donc j'entends beaucoup parler du tambour chamanique. On pourrait dire que c'est à la mode et en même temps, moi ce que je comprends, du mouvement, actuel, c'est que beaucoup de personnes, en fait, se sentent aujourd'hui véritablement appelées par l'énergie du tambour chamanique et beaucoup, du coup, me demandent aussi si, il y a nécessité d'être thérapeute pour avoir un tambour chamanique. Alors déjà, je tiens à parler des particularités du tambour chamanique qui n'est pas un instrument de musique, c'est vraiment un instrument de pouvoir. Un instrument de musique, c'est un objet plus ou moins inerte. Un tambour chamanique, la différence, c'est que dans le tambour chamanique, quand on fabrique un tambour chamanique, il y a 2 principaux, composants, on va dire. On a le cadre qui, la plupart du temps, est en bois et du coup, le bois qui est choisi pour le cadre du tambour va aussi donner son énergie au tambour, à l'objet fini. Et puis, on a la peau qui est une peau d'animal dans les traditions chamaniques. Hem et cet animal qui donne sa peau pour que l'on puisse fabriquer le tambour, hein, c'est comme ça qu'on le dit, eh bien, au moment où on va donner vie au tambour chamanique, on va aller chercher, recouvrer en fait l'esprit de l'animal qui a donné, sa peau pour la fabrication du tambour et on va insuffler cet esprit dans le tambour lui-même. Si bien que le tambour est habité par un esprit, par une conscience. Et c'est ça la différence entre un tambour chamanique et un instrument, de musique quelconque. Donc, est-ce qu'il faut être, thérapeute ou guérisseur pour avoir un tambour chamanique? Eh bien, non, si l'on considère notamment que le tambour chamanique est avant tout finalement un instrument de médecine personnelle. Alors là, évidemment, j'emploie le mot médecine, instrument de pouvoir. Ça n'a rien à voir évidemment avec la médecine, contemporaine et scientifique, dont on parle habituellement. Quand on parle là de médecine, c'est parce que ça a un effet, c'est un objet qui va avoir un effet sur notre bien-être, sur, voire notre mieux-être, hein. C'est pour ça qu'on parle d'instrument de médecine, parce qu'il a un effet énergétique, mais ça n'est pas, voilà, c'est pas la même chose qu'un médicament, notamment. Hem du coup, qu'est-ce qu'un instrument de médecine ou de pouvoir? C'est effectivement un objet, un instrument qui a des propriétés, qui nous apporte du bien-être, voire du mieux-être. Si on prend l'exemple du tambour chamanique, les vibrations du tambour chamanique sont quand même très particulières et donc d'ailleurs je vous invite à faire la distinction entre les vibrations d'un tambour chamanique et d'un tambour, commun qui n'est pas chamanique, c'est-à-dire, qui n'est pas habité par un esprit animal. Le tambour chamanique va effectivement avoir des effets bénéfiques sur nous. C'est sa vibration, hein, qui a ces effets-là. Il va nous faciliter l'ancrage déjà, ce qui est plutôt une bonne chose, l'ancrage dans le corps
Et puis, il va les vibrations du tambour vont nous apporter du bien-être, surtout si c'est le tambour que l'on s'est choisi. Soit que l'on a choisi de fabriquer, soit que l'on a choisi d'adopter. La plupart du temps, il n'y a pas de hasard et donc le tambour que l'on va choisir ou le tambour que l'on va fabriquer répond parfaitement aux besoins que l'on a, au moment où on l'adopte ou on le fabrique. Donc ça, c'est déjà, un préalable. Après, comment l'utiliser? Parce que, il faut je l'ai expliqué, hein, à partir du moment, en fait, où le tambour, est habité par un esprit, par une conscience, contrairement à un instrument de musique classique qui va être finalement, le prolongement de notre corps. C'est-à-dire qu'on ne peut animer cet instrument que si on active les cordes d'une guitare, les touches d'un piano, ou la peau d'un tambour, qu'il soit synthétique ou pas. Pour un tambour chamanique, c'est un petit peu différent parce que là, quand on utilise un tambour chamanique, il y a deux consciences, 2 esprits. Il y a le nôtre, effectivement, et puis il y a celui du tambour. Et donc du coup, c'est vraiment une association, une collaboration avec le tambour chamanique qui est demandée quand on utilise cet outil. Et donc, c'est pas un outil qu'on va utiliser comme un instrument de musique classique ou comme un objet lambda. Et ça nécessite notamment d'être vraiment présent à ce qu'on fait, d'être vraiment dans la conscience de ce que l'on fait et dans notre corps déjà et puis dans nos ressentis pour, comprendre un peu ce qui se passe et puis surtout pour rester vraiment centré sur l'intention que l'on va émettre au moment où on utilise cet instrument de pouvoir. Si on parle d'instrument de pouvoir, c'est parce que, il y a une certaine puissance derrière ça, parce que le fait qu'il y ait, 2 esprits du coup qui se rencontrent au moment, de l'utilisation de ce tambour, fait qu'il y a nécessité non seulement de maîtriser ce qui se passe à notre niveau, dans notre intention, dans notre esprit, dans notre conscience, pour pouvoir justement maîtriser l'intention qu'on va donner, qu'on va insuffler à l'esprit du tambour lui-même. Donc vraiment, de mon point de vue, c'est important qu'on puisse, qu'on y mette de la conscience, en fait, sur l'utilisation et quand on l'utilise à des fins personnelles et bien, on suit tout simplement son intuition, ses ressentis. Ce qui nous fait du bien et bien, tant mieux, c'est génial. On n'est pas obligé, et les tambours chamaniques sont pas nécessairement faits pour aller faire du soin, en fait. Ne sont pas non plus nécessairement faits pour aller voyager. D'ailleurs, je vous invite, si, vous n'êtes pas initié, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer le tambour chamanique, de commencer d'abord par des pratiques d'ancrage. Des pratiques dans le corps, avec la voix notamment, parce que c'est un instrument fabuleux pour aller réveiller, notre voix intérieure, nos cordes vocales et le son, notre voix personnelle, en fait. Donc ça, c'est vraiment chouette et c'est pour ça que, bien évidemment, il ne faut pas non plus se priver de la présence d'un tambour si on ressent cet appel, pour la vibration des tambours. C'est vraiment du coup, hein, je l'ai expliqué, une rencontre qui va se faire au moment, de l'adoption ou de la fabrication, du tambour. On va rencontrer l'esprit animal qui est l'esprit du tambour. C'est une véritable rencontre et ça peut être souvent très émouvant d'ailleurs, quand on fait cette rencontre la première fois. Il se passe souvent, quelque chose, de très fort. Pour autant, c'est là que je souhaiterais aussi amener quelques éclairages parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses autour du tambour chamanique, autour du chamanisme de manière générale et aujourd'hui, on pourrait croire que dès qu'on a un tambour et je vais le dire de manière, bon, je vais le dire comme ça, dès qu'on a un tambour, qu'on fait des petits tours de passe-passe, on se fait appeler chaman. Parfois, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais pour certains. Or, de mon point de vue, un vrai chaman, c'est une personne qui œuvre dans l'invisible et qui maîtrise parfaitement son art, en fait, hein, qui a été initié et qui a reçu un enseignement.
et qui ne devient pas comme ça chaman par l'opération du Saint-Esprit, comme ça en se levant un matin et en s'autoproclamant chaman. Dans les traditions ancestrales, le chaman, il a souvent été initié pendant de nombreuses années par ses pairs avant de lui-même pouvoir exercer en tant que guérisseur, en tant que chaman, en tant que intercesseur avec les mondes invisibles. Et dans la plupart des traditions ancestrales, le chaman, il est désigné, il est reconnu soit par ses pairs, soit par les esprits avec lesquels ses pairs travaillent, en fait. Donc la plupart du temps, le chaman, il n'a pas besoin de ce titre pour être reconnu comme tel, en fait, parce qu'il l'incarne pleinement. Et à mon sens, ce terme aujourd'hui, bah, il est complètement galvaudé, hein, surtout en Occident, où on l'utilise à tort et à travers. Et il ne veut pas dire grand-chose au final. C'est un terme qui a été ramené de Sibérie, qui est utilisé dans le monde occidental à l'origine par les ethnologues pour désigner les guérisseurs des traditions ancestrales qui ont la capacité de voyager d'un monde à l'autre pour guérir notamment, quelle que soit la forme de guérison. Et puis les outils et quels que soient également les outils utilisés, que ce soit le tambour chamanique, que ce soit les plantes, maîtresses, que ce soit les cérémonies, les rituels et cetera et cetera et cetera. Et aujourd'hui, finalement, eh bien, on a l'impression que, les chamans se sont, multipliés, en fait. On en a pléthore et beaucoup de personnes se sont autoproclamées, comme telles et est-ce qu'elles ne seraient pas finalement dans l'ego ou dans le pouvoir en se faisant appeler, de cette manière? Parce que, dans le chamanisme, les énergies sont particulièrement puissantes. Les énergies avec lesquelles on œuvre sont particulièrement puissantes et il pourrait être tentant, de tomber dans des jeux de pouvoir et de manipulation et je dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien sûr, mais c'est un risque. C'est un risque et quand on regarde un petit peu, les traditions ancestrales, les traditions spirituelles, en fait, du monde entier, bah, la voie chamanique, elle échappe pas, en fait, aux règles de ces traditions. La plupart du temps, les initiations sont longues, sont très exigeantes et on commence bien souvent par, faire diminuer l'ego. Un ego qui souvent, est un peu trop dimensionné au départ et donc avant d'aller plus loin dans les initiations eh bien, on commence déjà par faire diminuer l'ego. En tout début d'initiation, c'est-à-dire que l'apprenti chaman, il pouvait passer des années à travailler en fait, oui, à travailler, à faire diminuer, à modeler son ego avant d'apprendre les différentes pratiques et avant finalement de pouvoir commencer la véritable initiation. C'est seulement quand l'ego avait diminué, avait repris sa place, j'ai envie de dire normale, si tant est, que l'initiation finalement pouvait commencer. Et effectivement, si on si on va pas, regarder cet ego, en toute objectivité, et si on s'observe pas soi-même, et qu'on n'est pas forcément non plus accompagné par rapport à ça, eh bien, le risque effectivement est de tomber dans les jeux de pouvoir et de manipulation et ça peut être, compliqué. Ça peut être compliqué parce qu'on est, en présence d'énergies qui sont particulièrement puissantes et qui, si elles ne sont pas bien orientées, bien utilisées, peuvent agir à contre-emploi. Donc sinon, si on ne faisait pas en fait ce petit travail sur l'ego, eh bien, comment se mettre au service de plus grands? Parce que c'est finalement ça, ce que font les chamans, si je reprends le terme, c'est-à-dire des personnes qui se mettent au service des autres. Comment se mettre au service de plus grands si l'ego veut sans cesse se montrer, s'il réclame de la reconnaissance, du pouvoir, s'il veut diriger, décider, et cetera? Ou au contraire, parce que ça existe aussi, s'il préfère se cacher, s'il préfère ne pas être vu et fuir. Parce que parfois c'est ça aussi, ça peut nous faire peur d'aller œuvrer, dans ces mondes-là et dans les traditions ancestrales, certains chamans du coup, racontent que, il leur a fallu beaucoup de courage pour accepter cette mission, que c'était pas forcément de gaieté de cœur qu'ils le faisaient.
Donc ça demande aussi, en plus de faire ce travail euh, intérieur, de se regarder en fait à l'intérieur, ce travail d'introspection, ça demande aussi d'être à l'aise du coup avec ses émotions également et aller traverser et rencontrer ses ombres. Et ça non plus, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile pour tout le monde. Je pense que pour la plupart, en réalité, quand il s'agit d'aller à la rencontre de nos ombres et d'aller dans nos profondeurs, celles qui sont les plus cachées, eh bien, c'est plutôt compliqué et difficile. On n'a pas toujours envie d'y aller. Et donc, ça peut être intéressant de se poser la question lorsqu'on est face à une personne qui se dit chaman, est-ce qu'il a véritablement fait tout ce chemin introspectif avant de s'autoproclamer ainsi? Je dis pas, hein, bien sûr, hein, il y a certaines personnes qui sont tout à fait au clair avec ça et qui sont complètement alignées dans leur mission et tant mieux. Mais c'est pas nécessairement le cas de tout le monde et c'est aussi pour ça qu'il y a une mise en garde et c'est aussi pour ça d'ailleurs que, pour ce qui me concerne, je n'ai pas envie de me faire appeler chamane. En réalité, j'utilise des outils chamaniques et des pratiques chamaniques, mais je ne me considère pas du tout, de cette manière. Voilà. Et puis c'est pas non plus, hem en réalité, c'est pas un rôle, qui a vraiment été reconnu dans les traditions européennes. On avait les druides à un certain moment, mais ils n'avaient pas nécessairement, d'apparat et ils vivaient, comme tout à chacun, au final. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être mis, au devant, d'être, de se parer aussi ou d'être, à l'écart de la société pour, œuvrer en réalité et faire ce qu'on a à faire. Voilà, donc je parlais également, effectivement, en termes de travail introspectif, d'un travail également sur les émotions parce que dans les pratiques chamaniques et bien souvent, ça va faire, jaillir des émotions et il faut que du coup la personne qui pratique ces soins soit à l'aise avec ses propres émotions et les émotions des autres, bien sûr. Voilà pour ma présentation et du coup, eh bien, je vais laisser une petite place aux questions-réponses, s'il y en a. Bien, merci, c'était très intéressant. C'est juste par rapport au tambour, Oui, euh, parce que j'ai une amie qui en a fabriqué un, oui. et apparemment, de ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'il y a eu une expérience avant, en fait. Hein, l'expérience, c'est pas le bon terme, mais justement, avec voilà, un rêve semi-éveillé, Mmh. et les peaux étaient étendues, en fait, avec le choix, euh, comme une connexion, en fait, apparemment, avec l'animal. Avec l'animal, oui, c'est souvent le cas dans les process de fabrication de tambours qui peuvent être différents en fonction des personnes qui animent les stages. Bien souvent, il y a un voyage ou un rêve éveillé, souvent un voyage chamanique au tambour puisque on est en train de fabriquer un tambour, pour aller rencontrer en fait l'animal qui a donné, sa peau pour la fabrication du tambour. D'accord. Et quand si on en adopte un, comment on peut savoir Alors, si on en adopte un, il est tout à fait possible de faire ce voyage pour aller rencontrer, en fait, cet animal. Soit on fait un voyage, on demande à quelqu'un de nous le faire faire. On peut aussi tout simplement se connecter en mettant les mains sur la peau du tambour, se connecter à l'énergie de l'animal. Parfois, il arrive que ça suffise. Hem Après, c'est vraiment en fonction des capacités de connexion de chacun, j'ai envie de dire. Mais on peut faire ce voyage, avec un tambour qu'on adopte, en fait, bien sûr. d'accord. Mhm. Je souris, ça se voit pas, mais
Non, je connaissais pas oui, l'histoire des trois mondes. Je suis pas très initiée, mais Mhm. ouais, je comprends mieux maintenant. Enfin, le fonctionnement, c'est ce que je pensais, et effectivement, je constate aussi, c'est vrai qu'en Europe, enfin, plus recentré sur la France, Mhm. où on en parle de plus en plus, Oui. mais ouais, comme tu l'as dit, c'est autoproclamé. Il y a plein de, voilà, enfin, on sait plus trop où donner de la tête en fait dans ce qui est proposé, dans des formations, ou même dans le chemin personnel aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, alors de mon point de vue, hein, ça reste mon humble point de vue, mais on entend beaucoup, beaucoup de pratiques chamaniques, on entend beaucoup parler de pratiques, de tambours, de chamanisme. Et la question juste à se poser, c'est, est-ce que finalement la personne qui propose ces pratiques est complètement alignée avec ce qu'elle propose? Est-ce qu'elle maîtrise aussi, les pratiques? Parce que ça ne suffit pas, et là véritablement, je souhaite un peu développer là-dessus. Ça suffit pas en fait d'aller fabriquer un tambour et puis éventuellement de retrouver quelques mémoires, quelques rituels, qui nous viendraient comme ça, et puis de pratiquer et de dire: «Voilà, je fais des soins au tambour». Pour la plupart, en fait, des personnes qui alors dans les traditions ancestrales, encore une fois, parce que, c'est quand même une sagesse, des traditions qui se sont, transmises de génération en génération pendant des centaines d'années. Et bien, dans ces traditions-là, il y avait quand même des initiations qui duraient quand même un certain nombre de temps, où on apprenait un certain nombre de techniques, de pratiques, où on apprenait à naviguer entre les mondes. Et ça se faisait pas, comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on a eu un jour une expérience qu'on maîtrise l'expérience, en fait. Et c'est important de le dire parce que, quand on n'a pas été initié, quand on n'a pas été formé, hein, c'est dans la réalité occidentale, on parle plus de formation, c'est pas sûr que l'on maîtrise parfaitement le procédé. Et puis, j'ai même envie de dire, au-delà de la formation elle-même, et ça c'est valable dans toutes les pratiques énergétiques, il en dépend, surtout, de l'expérience et des pratiques personnelles, de la personne qui utilise ces pratiques. C'est-à-dire qu'on peut apprendre certaines bases, on peut apprendre certains concepts, mais ensuite il revient à chacun d'aller expérimenter, j'allais dire dans la matière, mais pas seulement dans la matière, dans l'invisible aussi. Et ça aussi, c'est une voie initiatique. Si je prends mon exemple, moi j'ai suivi une formation de soins au tambour. On m'a appris certains protocoles de soins, certaines techniques, et cetera. J'ai aussi été beaucoup initiée par la vie, en fait. Donc, je ne dis pas que je maîtrise tout, loin de là. Mais par rapport aux outils que j'utilise, j'essaye de les utiliser avec le plus de conscience et de discernement possible. Et puis après, l'autre chose dont je parlais, c'est que dans beaucoup de ces pratiques, on pourrait, alors ça dépend là encore de la personne qui accompagne et qui guide ces pratiques, mais dans certains cadres, on a tendance à se perdre dans les mondes invisibles. On se perd, on ne sait pas très bien pourquoi on y va, on ne sait pas très bien à quoi ça sert, on ne sait pas très bien, comment on reconnecte avec notre monde tangible, avec, le monde matériel. En réalité, pour moi, il appartient en fait à la personne qui guide d'être en capacité de faire ce lien et de faire ce lien à la personne aussi. Entre, ces mondes invisibles et ce qu'elle peut, trouver dans ces mondes, et puis, sa réalité tangible, sa réalité physique, dans son corps physique. Et elle lui appartient aussi, ça c'est une question de sécurité, de mon point de vue, individuel, lui appartient aussi de s'assurer que la personne, elle est bien présente dans son corps et qu'elle est pas en état de dissociation quand elle, déjà quand elle arrive et puis quand elle repart aussi. Oui, c'est ce que Donc c'est je me demandais. important en fait, hein, vraiment, hein, de s'interroger et de s'écouter aussi, d'écouter un peu son intuition quand on est attiré par certaines pratiques, d'aller regarder qui anime, quel est le parcours, quel est le discours aussi. Est-ce que c'est un discours très vaporeux, ou est-ce qu'on a plus un discours, assez terre à terre et pragmatique? Auquel cas, c'est peut-être quand même un peu plus rassurant parce qu'on a une personne qui reste ancrée dans la matière.
Parce que si la personne n'est pas en état, en fait, heu, ça peut être, je vais pas dire destructeur, mais Ça peut l'être, ça peut l'être ouais, en quelque fait. C'est part, ouais, c'est c'est ça. on peut parler de dissociation et d'état, dissocié. Et si les pratiques ne sont pas faites, selon les règles de l'art, j'ai envie de dire, eh bien, on peut faire plus de mal que de bien, en fait, hein. Donc c'est quand même important de se diriger, de s'orienter vers des personnes ressources, en qui on a confiance et en qui on peut avoir confiance. Et D'accord. puis sur des outils peut-être aussi parce qu'il y a un certain engouement aussi pour les plantes notamment. Moi je pratique pas personnellement les plantes, médecine ou en tout cas des plantes, mais j'utilise quelques plantes mais qui ne sont pas psychotropes donc on n'a pas ces problématiques-là derrière. Il y a un certain engouement pour les plantes psychotropes. La question à se poser, c'est est-ce que c'est déjà un vrai appel, vers ces pratiques ou est-ce que c'est juste de la curiosité, peut-être pas tout à fait saine d'ailleurs, de la curiosité personnelle, auquel cas je mettrais plutôt en garde parce que ce sont des pratiques très puissantes, et qui ne sont pas dénuées d'effets secondaires et de risques. Ouais. Bah, je sais que Encore plus mon amie probablement que l'utilisation du tambour lui-même. ouais, je sais que mon amie, quand elle avait fait le choix le rêve éveillé qu'elle a fait était vraiment, ça a été violent pour elle. Elle s'est réveillée dans un Mmh. état, heu, c'était puissant. Ouais. Ouais, ouais. Alors après, ça n'empêche pas que ça puisse être puissant et quand c'est bien accompagné, en fait, on s'en Ouais, remet. après il y avait le choix parce qu'elle m'a raconté un petit peu comment ça se passait pour le groupe et il y a une personne, parce qu'au début, ils avaient pas donné le nom de l'animal. Mmh mh. C'était le choix à l'instinct avec la main Oui, OK. et il y a une personne qui rejetait un petit peu quand il y avait un nom d'animal. Non, bah, du coup, je crois qu'ils ont utilisé un autre procédé, parce qu'elle bloquait Mmh mh. et au final, elle a revenait l'animal qu'elle voulait pas, mais c'était celui-là qui l'appelait, en fait. Bah oui. Oui, oui, on n'est pas toujours, mais ça, c'est le mental, hein, souvent qui fait Ouais, barrière, qui fait obstacle à ce qui peut se passer et c'est aussi la magie de la vie. C'est aussi ce que j'aime beaucoup, en fait, dans les pratiques chamaniques, c'est que, bien souvent, on dépasse, ces barrières du mental et la volonté, finalement. Qu'est-ce qu'on veut avec notre tête, pour aller chercher, ce que notre cœur appelle. Et quand on se connecte à ça, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, il y a tellement d'émotions et de belles choses qui se présentent, qu'effectivement souvent, bah, les gens quand ils ont goûté à ça, ils en redemandent. Mais c'est pas juste ça après, hein, la voie chamanique. Pour moi, la voie chamanique, comme je le disais, c'est une voie spirituelle. C'est une voie spirituelle de découverte de soi et de reconnexion à soi. Donc une voie très exigeante comme toutes les voies spirituelles, et qui nécessite notamment d'aller visiter ses profondeurs. d'accord et il y a un rituel quand on acquiert le tambour? Alors tout dépend de la personne avec qui nous vend ou qui nous lègue en fait le tambour. Soit c'est un commerçant lambda qui va pas avoir du tout de pratique chamanique et il y aura pas de rituel, soit c'est une personne qui fabrique elle-même, les tambours, qui est complètement connectée au tambour et qui, il y a de fortes chances, propose également des rituels de passation du tambour et d'adoption, en fait. C'est un rituel d'adoption pendant lequel on peut effectivement aller se connecter à l'esprit animal, à l'esprit du tambour. D'accord. Je crois que maintenant ça se vend un peu comme, enfin, c'est un peu particulier, Ah mais on peut en trouver sur internet, on peut en trouver sur ouais, certains marchés, donc c'est pour ça, je ouais je dis vraiment ça dépend du contexte et et le prix en n'est même pas le même temps aussi donc je crois qu'il y en a vraiment qui fabriquent sur mesure ou en oui, fonction, on choisit, complètement, hem, complètement, ouais. puis il y en a d'autres, c'est un peu comme un instrument en fait, sur certains sites, Oui, sur c certains sites, ils sont ouais, vendus comme des instruments classiques. Or, bah, voilà, je le dis et véritablement, enfin, moi qui suis très connectée à l'énergie du tambour, le ressenti est pas le même entre un tambour chamanique et un tambour, qui n'est pas habité par un esprit animal. d'accord, parce que souvent c'est peut-être synthétique ce qu'ils vendent alors, c'est ça?
Pas nécessairement, hein, Non? on peut aussi avoir des tambours qui sont fabriqués avec une peau animale, mais qui ne sont pas fabriqués dans le process chamanique, en fait. Et donc, du coup, le rendu ne sera pas tout à fait pareil. D'accord. Et c'est Ouais. intéressant justement d'aller regarder la différence. Après, il existe aussi de plus en plus de tambours végétaux avec des peaux végétales ou des peaux synthétiques. À chacun en fait de trouver ce qui lui convient. Alors évidemment, quand on a une peau synthétique ou une peau végétale, bien sûr, on n'a pas l'esprit animal, mais ça, pour certaines personnes, c'est OK en fait. On n'a pas nécessairement besoin de ça non plus pour apprécier en fait une vibration. On peut très bien avoir une belle vibration avec un tambour végétal, par exemple. Si on ne souhaite pas faire du soin, ça peut suffire. D'accord. Pour certains, ça suffit. Et pour Et d'autres, c'est tellement varié et tellement différent d'une personne à l'autre qu'il y a pas de règle, en fait, en réalité. C'est juste d'en avoir conscience, juste de porter la conscience là-dessus et de savoir, ce qu'on fait, en fait. OK. Bah, merci.